Monde, je me présente, je suis professeure d'Amen, chef de service de gynéco à l'hôpital de Baïnem. Je suis contente de vous assurer le cours d'aujourd'hui. On a eu des gags de la semaine passée, donc ce n'est qu'hier, grâce à l'autre fille, qu'on a pu avoir la connexion. Alors, je vais vous faire le cours d'aujourd'hui qui s'intitule La grossesse extra-utérine et je vous rajouterai un deuxième cours à la demande de votre délégué, donc de l'autre fille, parce que apparemment il y a certains cours qui n'ont pas été assurés. Aujourd'hui, on fera le placenta prévient. Et demain, c'est samedi, non, dimanche, je vous ferai la prééclampsie ou l'HTA gravidique, l'éclampsie, et éventuellement, on verra si on a suffisamment de temps, on fera l'hémorragie de la délivrance. Alors, je commence le cours et si vous avez des questions, on les laisse à la fin. Je vous ai envoyé un cas clinique avec des QCM. Donc, à la fin du cours, on va essayer de le corriger ensemble. Alors, la grossesse extra-utérine est une pathologie qui est importante. Pourquoi importante? Parce qu'elle est grave. Grave parce qu'elle peut mettre en jeu le pronostic vital de la femme. Il s'agit de la première cause de mortalité maternelle au premier trimestre et heureusement, actuellement, à l'heure actuelle, il est rare que les femmes meurent encore d'une hémorragie liée à une grossesse extra-utérine, mais il faut savoir que lorsque le diagnostic est méconnu, cela peut encore arriver. Alors, nous allons voir ensemble l'introduction, les définitions. Comment on peut poser le diagnostic positif de la grossesse extra-utérine? Quelles sont les formes cliniques? Parce qu'il va y en avoir plusieurs. Quel est le diagnostic différentiel? Quels sont les autres diagnostics à éliminer? Comment évoluer le pronostic, mais également les complications? Et on terminera par la prise en charge. On verra que le traitement n'est pas forcément chirurgical et qu'actuellement, beaucoup d'équipes proposent des traitements médicaux. On le verra en détail. Alors, bien sûr, les objectifs de votre cours, vous êtes censé savoir à la fin de ce cours connaître les facteurs de risque de la grossesse extra-utérine, savoir comment diagnostiquer cette GU et enfin connaître les principales armes thérapeutiques ou les différentes options thérapeutiques. Alors, je vous ai mis une image d'une grossesse extra-utérine, c'est une image cœlioscopique. Alors, vous avez ici au milieu l'utérus, c'est qui a cette couleur rosée. De part et d'autre vont démarrer les deux trempes de Fallope, la droite et la gauche. Ce que vous voyez ici en blanc est l'ovaire. Les trempes, normalement, doivent être souples. Il faut savoir que sur le plan physiologique, une fois que l'ovulation est faite par l'ovaire, l'ovocyte est récupéré par la trempe et au moment d'un rapport sexuel, le chromosome va remonter le long de l'utérus pour arriver au niveau de la trempe et ce n'est qu'au niveau de la trempe que se fait la fécondation. Alors, œuf fécondé va cheminer dans le sens inverse pour arriver à la cavité utérine. Pardon. Il va cheminer. Dans certaines situations, comme ici, le fécondé ne va pas revenir à la cavité utérine et il va se développer dans la trempe. Et d'ailleurs, c'est l'une des sièges les plus fréquents de la grossesse extra-utérine. Et donc, cet œuf fécondé va se développer jusqu'au moment où il risque de se rompre. Alors, qu'est-ce que c'est que la grossesse extra-utérine? La définition est la nidation ectopique ou bien implantation avec évolution de l'œuf en dehors de la cavité utérine. Qu'est-ce que cela veut dire? Que normalement, un œuf fécondé ne doit se nider qu'au niveau de la cavité utérine. Et en dehors de dans tous les autres sièges, ça sera une grossesse extra-utérine. Et on verra quels sont les différents sièges. Alors, je vous l'ai dit en introduction, la grossesse extra-utérine constitue la première cause de mortalité maternelle au premier trimestre. Sachez d'une manière générale que la première cause de mortalité chez la femme enceinte reste encore chez nous en Algérie, mais dans le monde, l'hémorragie de la délivrance. On le verra ensemble dans le cours car c'est très très important. Mais au premier trimestre, ça reste
pardon, la grossesse extra-utérine. Alors, le diagnostic doit être précoce, mais parfois il est difficile. Et le traitement sera d'autant plus conservateur que le diagnostic est fait de façon précoce et permettant ainsi une meilleure prise en charge et un meilleur pronostic pour les grossesses ultérieures. Alors, la fréquence, ce n'est pas une pathologie très fréquente. On l'estime en moyenne entre 0,5 à 2% des grossesses qui peuvent évoluer vers la grossesse extra-utérine. Et dans ce cas, cet œuf fécondé ou embryon, il peut siéger soit au niveau de la trempe, et d'ailleurs c'est la situation la plus fréquente. On a plus de 96% de CGU qui vont siéger au niveau de la trempe. Justement, au moment de la fécondation, il ne va pas y avoir de migration et le fécondé va rester dans la trempe. C'est pour ça que c'est le siège le plus fréquent. Dans les situations tubaires, c'est l'ampoule qui est la plus importante, puis isthmique et enfin interstitielle. Le fécondé peut siéger aussi au niveau de l'ovaire, au niveau de la cavité utérine et même au niveau du col. Voilà, sur un schéma, voilà l'utérus, voilà la trempe droite, l'ovaire droit, la trempe gauche et l'ovaire gauche. Regardez, le siège le plus fréquent, c'est le siège tubaire au niveau ampulaire, c'est-à-dire l'ampoule de la trempe ou l'ampoule tubaire. C'est la situation la plus fréquente. La deuxième, c'est isthmique, interstitielle, pardon, elle est là, et isthmique, elle est là. Donc, ça reste quand même au niveau de la trempe. Autre situation, elle est plus rare, c'est la situation ovarienne, c'est-à-dire que le fécondé va se développer au niveau de l'ovaire. Et enfin, on peut avoir, ça aussi, ça reste assez exceptionnel, une grossesse cervicale, c'est-à-dire qu'elle va se développer au niveau du col de l'utérus. Alors, comment vous allez poser le diagnostic positif de la GU? D'abord, on a un contexte particulier. Les femmes qui font des grossesses extra-utérines ont des facteurs de risque assez particuliers. Et l'existence de ces facteurs de risque augmente le risque de GU. Et quand on a une patiente qui présente certains symptômes, le fait qu'il existe ces facteurs de risque augmenterait le pourcentage ou la probabilité que cette femme ait une GU. Alors, cela commence d'abord par l'interrogatoire. Et vous allez le voir dans tous les cours de gynécologie et d'obstétrique que l'interrogatoire est une étape très importante parce que parfois, l'examen clinique est assez pauvre et ne donne pas suffisamment de renseignements, alors que l'interrogatoire est suffisamment riche pour pouvoir approcher le diagnostic. Alors, dans les antécédents, qu'est-ce qu'on va chercher? On va demander à la femme si elle a l'habitude de faire des maladies sexuellement transmissibles. Quels sont ce genre de maladies? C'est lorsqu'on est face à une chlamydia trachomatis, le mycoplasme ou le gonocoque. C'est-à-dire ce sont des infections qui sont transmises au moment du rapport sexuel. Deuxième facteur de risque, c'est la salpingite. C'est des femmes qui font des infections génitales hautes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le cours ou si vous allez le faire. Qu'est-ce que c'est qu'une infection génitale haute? C'est une infection qui va toucher l'utérus, mais surtout les trempes. La gravité dans les salpingites, c'est le caractère récidivant, c'est-à-dire lorsqu'une femme fait une salpingite une fois, la gravité n'est pas aussi importante que si elle le fait une deuxième, une troisième fois. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la trempe va être malade, la muqueuse tubaire va être détruite et donc, justement, la migration de l'œuf fécondé ne va pas se faire de façon correcte vers la cavité utérine et d'où l'anidation au niveau de la trempe et donc la grossesse extra-utérine. Autre possibilité ou autre facteur de risque, c'est le curetage ou l'interruption volontaire de grossesse. Les femmes qui ont déjà fait un curetage ou une interruption volontaire de grossesse ont plus de risques de faire une GU. Pourquoi? Parce que le risque infectieux augmente chez ces femmes-là. Autre facteur de risque, la grossesse extra-utérine. Et là, ça va rentrer dans le cadre de la GU maladie. En effet, une femme peut faire une grossesse extra-utérine accidentelle. Et par la suite, elle fera des grossesses tout à fait normales, de siège,
normalement inséré et de siège normal. Par contre, une femme qui fait 1, 2, 3 GU, généralement, c'est des trompes qui sont malades et à chaque grossesse, elle va faire sa GU. On a eu à gérer une fois une dame qui avait fait 6 grossesses extra-utérines. Autre facteur de risque, c'est la chirurgie pelvienne ou chirurgie tubaire. Au fait, tout facteur qui va entraîner les adhérences de la région tubo-péritoniale augmente le risque de grossesse extra-utérine. Le tabagisme aussi. Pourquoi? Parce qu'il va réduire la mobilité des cils de la muqueuse tubaire. Autre élément, exposition in utero au Distilbène. Il faut savoir que le Distilbène est un médicament qui n'existe plus maintenant, mais qui était donné dans les années 70 comme traitement de la menace d'accouchement prématuré. Et il aurait des conséquences in utero sur les filles de ces mamans qui ont pris le traitement. Mais actuellement, normalement, cette cause, elle est à disparaître. Pourquoi? Parce que les fœtus dans les années 70, actuellement, c'est des femmes qui ont plus de 40 ans, donc ne sont plus en âge de procréer. Autre facteur de risque, c'est les traitements de la stimulation de l'ovulation, tels que la fécondation in vitro ou l'ICSI. Pourquoi? Là, c'est des facteurs c'est des éléments multifactoriels. Peut-être parce que une fécondation précoce avec une division cellulaire peut être la cause d'une nidation de l'œuf au niveau d'une des trompes. L'endométriose aussi, parce qu'elle va modifier l'anatomie du pelvis. La pilule contraceptive de type microprogestatif, comme pour les infections, comme pour le tabagisme, elle va diminuer les mouvements ciliés de la muqueuse tubaire. Enfin, et là c'est très important, vous devez le garder en tête, le stérilet n'augmente pas le risque. Pendant longtemps, on disait que les femmes qui avaient un stérilet avaient un risque plus important de développer une grossesse extra-utérine, mais par la suite, on a compris qu'au fait, le stérilet protège contre la grossesse intra-utérine, mais ne protège pas contre la grossesse extra-utérine. Et c'est pour ça, dans une proportion, on avait l'impression qu'il y avait plus de femmes sous stérilet qui faisaient des grossesses extra-utérines. Donc, vous, ce que vous devez garder en tête, le stérilet n'est pas un facteur de risque d'une grossesse extra-utérine. Alors, quels sont les symptômes? Les symptômes sont un type de 3 symptômes importants. Le premier, c'est l'aménorrhée. C'est une femme qui a un retard de règles. Donc, ça veut dire que c'est une grossesse probable. Deuxième signe important, c'est les métrorragies. C'est une femme qui va consulter pour un saignement. Alors, les caractéristiques de ce saignement, c'est un saignement minime et noirâtre. Généralement, on dit noir sépia, comme la couleur du sépia. D'accord? Troisième élément, et les douleurs pelviennes. C'est des femmes qui vont consulter pour des douleurs pelviennes. Alors, elles sont d'intensité et de traduction variables. Elles peuvent être discrètes, elles peuvent être latéralisées. Parfois, c'est des douleurs syncopales, c'est-à-dire elle va avoir une douleur aiguë à la suite duquel elle va perdre connaissance avec une syncope. La attention, c'est généralement lorsqu'elle rend la GU qu'elle va avoir cette forme-là. Alors, les douleurs, elles peuvent être diffuses, elles peuvent être accompagnées du saignement, et la caractéristique de ces douleurs et de ces symptômes est que la douleur peut irradier vers l'épaule droite, vers le haut. C'est ce qu'on appelle une douleur à irradiation scapulaire. Cela signe l'inondation péritoniale, c'est-à-dire la GU, elle a soit rompu, soit elle s'est décollée, et lorsque la femme se met en position allongée, le sang va remonter jusqu'à la région scapulaire et cela va entraîner une irritation et donnera cette douleur. Elle n'est pas généralement intense, mais elle peut attirer votre attention. Autres signes, mais qui ne sont pas spécifiques, et les signes sympathiques de la grossesse. C'est-à-dire la femme va développer ces signes qui sont les nausées, les vomissements, l'irritabilité, des seins tendus, alors que si on fait une échographie, on ne va rien trouver. Donc, c'est une femme qui sent ou qui se sait enceinte. Elle peut avoir aussi des vertiges et des lipothymies. Attention, dans ce cas, ils peuvent accompagner une grossesse normale, les vertiges et les lipothymies. Elles se sentent faibles. Mais attention, ces signes peuvent être en rapport avec une rupture de la GU. Quand on examine la femme, ça dépend le moment auquel on l'a examinée.
si la GU n'est pas rompue, on va avoir des constantes tout à fait normales. Un pouls qui bat normalement, une tension artérielle bonne, des conjonctives qui sont bien colorées. L'abdomen est souple, d'accord? On peut retrouver une légère douleur au niveau de l'hypocondre. Et si on devait faire l'examen gynécologique, l'examen au spéculum, on va retrouver un col d'aspect gravide, c'est-à-dire un col violacé. Et s'il y a un saignement, il provient de ce col. Le toucher vaginal, l'utérus est légèrement augmenté de volume et on peut retrouver une douleur ou une masse latéro-utérine. Mais la plupart du temps, l'examen clinique est généralement pauvre et il est discret. Comme vous voyez, jusqu'à cette étape, il n'y a aucun élément de diagnostic de certitude de la GU. On a une femme qui va venir consulter chez nous pour un retard de règles, pour des saignements, généralement minimes, d'accord, et une douleur plus ou moins discrète. Ce n'est pas vraiment quelque chose de spécifique pour dire « je suis sûre qu'il s'agit d'une grossesse extra-utérine ». Donc, l'interrogatoire et l'examen clinique sont pauvres. On doit s'aider par des examens complémentaires. Et c'est les examens complémentaires, justement, qui peuvent nous avancer dans l'étape du diagnostic. Alors, 2 examens complémentaires clés, importants, indispensables. Le premier est le bilan hormonal, c'est le dosage du bêta-HCG plasmatique. Il faut savoir que l'HCG est une hormone qui est sécrétée par le trophoblaste, donc qui dit trophoblaste dit grossesse. Donc, il n'est positif que s'il y a une grossesse. Alors, donc l'HCG est une normale. Nous, on dose la fraction bêta qui est la spécifique et on va voir comment est son résultat. Il faut savoir que sur le plan physiologique, ce bêta-HCG augmente et de façon proportionnelle, exponentielle, pardon. Cela veut dire qu'en 48 heures, le taux doit doubler. Si aujourd'hui, je fais un bêta-HCG, il est à 200, dans 2 jours, il doit être à 400. Ça, c'est pour une grossesse normale. Donc, quand on dose le bêta-HCG, le premier renseignement qui va nous dire s'il est positif, cela veut dire qu'il y a une grossesse. Maintenant, s'il double, cela veut dire que la grossesse est de bonne qualité. C'est tout. Hein? Il ne va pas nous dire son siège. Et si le taux chute de façon importante, cela veut dire qu'on est face à un avortement. Alors, à quel moment on va suspecter une grossesse extra-utérine? Si j'ai un bêta-HCG, et si je le refais 48 heures, le taux, soit il stagne, soit il augmente sans doubler, soit il diminue sans chuter de la moitié. Là, il s'agit d'une grossesse extra-utérine jusqu'à preuve du contraire. Autre élément qui peut nous aider est le taux de bêta-HCG. Il faut savoir que pour un taux de bêta-HCG supérieur ou égal à 1500 milliunités par millilitre, on doit voir le sac utérin dans la cavité utérine. Et si on ne le voit pas, cela veut dire forcément ou probablement une grossesse extra-utérine. Deuxième élément est l'échographie pelvienne. Alors, on va réaliser une écho. Sachez qu'en gynécologie ou en obstétrique, on l'a fait soit par voie endovaginale, c'est-à-dire la sonde d'échographie, on va la placer dans le vagin pour apprécier au mieux l'utérus, ou bien par voie suspubienne. Nous, on préfère, lorsque la grossesse est très jeune, comme ici, de faire l'échographie endovaginale. Alors, quels sont les signes en faveur d'une grossesse extra-utérine? Qui dit grossesse extra-utérine, cela veut dire qu'elle est en dehors de l'utérus. Donc, l'échographie ne va pas retrouver de sac gestationnel dans l'utérus. Dans l'utérus, il est vide. Par contre, en latéro-utérin, à côté de l'utérus, on peut voir une image, soit simplement c'est une collection de sang, c'est ce qu'on appelle l'hématosolpinx. On peut retrouver un épanchement dans le Douglas s'il y a un saignement, ou l'idéal, c'est de voir carrément le sac gestationnel avec l'embryon en latéro-utérin. Alors voilà cette image échographique réalisée par voie endovaginale. Alors ce que vous voyez ici, entouré, c'est l'utérus. L'utérus est là et voilà la ligne cavitaire ou la cavité utérine. Ici, vous le voyez, la ligne est fine.
il n'y a pas de grossesse. Donc, si c'est une dame qui se plaint d'un retard de règles avec douleur ou saignement, si on fait un bêta-HCG et il revient positif et on fait l'échographie, elle est vide, la cavité utérine est vide, attention à la grossesse extra-utérine. Si on déplace notre centre d'échographie en latéral, on retrouve cette image latéro-utérine. Il s'agit probablement d'une grossesse extra-utérine. Et regardez, derrière l'utérus, ici c'est l'utérus, et derrière l'utérus, cette image anéchogène, d'accord, il s'agit d'un épanchement péritonéal, probablement du sang, d'accord. Voilà, donc ce que vous voyez en rouge, c'est l'utérus, en rose, c'est le vagin, ici c'est le rectum, et entre l'utérus et le rectum, c'est le cul-de-sac vaginal. La couleur noirâtre correspond probablement à du sang. Donc, attention à une géure en pu. Alors, une forme particulière, exceptionnelle, mais on la retrouve surtout chez les patientes qui ont subi une FIV, c'est d'avoir l'association d'une grossesse intra-utérine et d'une grossesse extra-utérine. Ça reste quand même assez anecdotique, mais il faut l'avoir en tête. Si on trouve un sac gestationnel, une grossesse a priori normale, mais la femme se plaint toujours de douleurs latéro-utérines, attention à une grossesse extra-utérine associée à la grossesse intra-utérine. Alors, quelles sont les formes symptomatiques trompeuses? Alors, s'il vous plaît, vous devez les connaître par cœur. Pourquoi? Parce que parfois, cela peut errer votre diagnostic et vous pouvez vous tromper et passer à côté d'une GE. Mais si vous ne les connaissez pas, vous ne passerez jamais à côté d'une grossesse extra-utérine. Alors, la première situation est la forme pseudo-abortive. Qu'est-ce que cela veut dire, forme pseudo-abortive? C'est-à-dire, c'est une femme, elle va venir consulter pour des saignements, et le saignement est généralement rouge, assez important, avec un col ouvert, d'accord? Et si elle avait un bêta-HCG positif initialement, vous pouvez vous dire, ah, cette dame, elle est en train d'avorter. Mais attention, posez-vous la question, la date exacte des règles, est-ce que réellement elle est à cet âge gestationnel? Et surtout, évaluer le taux de bêta-HCG et la cinétique, c'est-à-dire comment il va chuter ce bêta-HCG pour être sûr qu'il s'agisse réellement d'un avortement plutôt que d'une GU. La deuxième forme, c'est la forme fébrile. Alors, c'est une femme qui va consulter pour un taux de blanc qui est très élevé, d'accord? Et c'est le dosage de bêta-HCG qui va orienter vers la GU. Parce que si elle vient pour des douleurs avec température, on va se dire, ah, il s'agit d'une salpingite ou d'une infection génitale haute. Et c'est pour ça, toute symptomatologie gynécologique, il faut faire un bêta-HCG pour ne pas passer à côté d'une GU. Troisième forme, c'est la forme paucicellulaire, pauci-asymptomatique. Il n'y a pas de corrélation anatomo-clinique. C'est-à-dire, elle peut avoir des symptômes très discrets, à peine des douleurs, mais si on fait l'écho, on retrouve l'épanchement péritonéal et une GU rompue. Donc, attention aux formes pauci-symptomatiques. Et dernière situation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la grossesse hétérotopique, c'est-à-dire association d'une grossesse intra avec une grossesse extra-utérine. Elle est extrêmement rare, elle constitue 1 sur 30 000 grossesses et il faut y penser. Je vous ai dit, quand vous avez une grossesse intra-utérine avec une symptomatologie persistante, latéralisée, et l'échographie va vous avancer dans le diagnostic en retrouvant l'image latéro-utérine. Alors, quels sont les diagnostics différentiels? On l'a vu tout à l'heure, elle vient, elle a mal, elle saigne, elle est enceinte. Le premier diagnostic, c'est la fausse couche spontanée. Le deuxième diagnostic, c'est la grossesse molaire. Normalement, vous allez faire le cours de la grossesse molaire, ou du moins, vous allez le faire dans le TD, c'est conduite à tenir devant les métrorragies du premier trimestre. Donc, c'est la fausse couche, la grossesse molaire, la salpingite aiguë ou chronique, donc c'est l'infection génitale, l'appendicite aiguë, surtout lorsque la douleur est du côté droit, rupture d'un kyste ovarien ou torsion d'un annexe, donc c'est dans la forme douloureuse,
la cystite ou la colique néphrétique. Et enfin, et c'est le diagnostic généralement auquel il faut penser et le plus fréquent au fait, hein, la femme elle est enceinte, elle a mal, il s'agit d'une grossesse normale avec une menace de fausse couche tout simplement. Alors l'évolution des GU, comment va évoluer une grossesse extra-utérine? Il n'y a pas de traitement de la GU. Elle va évoluer, sauf exception, vers deux complications. L'inondation péritonéale et l'hématocèle. L'inondation péritonéale, ça veut dire c'est la rupture de la GU et une hémorragie interne. L'hématocèle, c'est le sang qui va se collecter, il va s'organiser. Alors l'inondation péritonéale, donc le début, il est brutal. Alors, c'est comme une douleur en coup de poignard. C'est comme si on a frappé la femme avec un coup de poignard. La douleur, elle est aiguë, intense. Elle est tellement forte qu'elle va entraîner une syncope avec une perte de connaissance. Et s'ensuit une hémorragie interne, c'est-à-dire autant la femme ne rapporte pas de saignement extériorisé, rappelez-vous, on a dit que le saignement est minime. Autant elle va avoir des manifestations d'hémorragie importantes. État de choc, pâleur, soif, sueur, respiration rapide, pouls filant et tension effondrée. Au fait, c'est les signes d'un état de choc. L'examen retrouve un abdomen qui se défend, donc on va avoir un début de défense pelvienne et le Douglas est très douloureux. Si on fait un toucher vaginal, on va avoir ce qu'on appelle le cri du Douglas, la douleur lorsqu'on touche le cul-de-sac postérieur. Et ce tableau, il est typique d'une grossesse rompue. Deuxième diagnostic, l'hématocèle, le plus souvent rétro-utérin. Alors, comment ça va se manifester? Je vous ai dit, la femme va avoir des saignements noirâtres et elle va avoir, parce qu'elle a cette collection, des signes d'irritation pelvienne péritonéale. Donc, elle va avoir des difficultés lorsqu'elle fait ses exonérations, c'est le ténesme, ou bien lorsqu'elle fait pipi, c'est la dysurie. Et enfin, on va avoir des signes de résorption sanguine. Elle ne va pas avoir la 50, par contre, elle va avoir une lipothymie, c'est-à-dire cette fatigue générale, cette pâleur, cette asthénie avec une fébricule et parfois un subictère. L'examen clinique, contrairement à tout à l'heure, il reste souple, mais parfois on peut avoir un petit empattement suspubien. Le toucher rectal va trouver cette masse qui s'est collectée et c'est surtout le couple échographie et bêta-ACG qui va avancer dans le diagnostic et bien sûr la célioscopie. Lorsqu'on fera une célioscopie, on va retrouver cette hématocèle enkystée. Alors le traitement ici, il est forcément chirurgical parce qu'il faut arrêter le saignement, il faut enlever cette hématocèle enkystée et il faut laver abondamment pour qu'il n'y ait pas un risque d'infection. Le traitement de l'AGU. Alors, le traitement de l'AGU, il faut interrompre ou supprimer l'AGU et réduire au maximum la morbidité. Il faut limiter les risques de récidive et surtout, parce que le problème, lorsqu'une femme fait une GU, elle va toujours nous poser la question, j'ai fait la GU, la prochaine grossesse, est-ce que je risque de la faire? Donc, et comment on doit lui préserver la fertilité? Alors, généralement, c'est des femmes qu'il faut hospitaliser et le traitement obéit à deux types de traitements, le traitement médical et le traitement chirurgical. Exceptionnellement, on peut ne rien faire et s'abstenir et surveiller. Alors, le traitement médical. Le traitement médical, maintenant, il y a plus d'une quinzaine d'années qu'on le pratique, on donne du méthotrexate. Le méthotrexate, c'est un traitement qu'on donne pour la chimiothérapie. Au fait, le principe, il va aller vers les cellules à division rapide, telles que le trophoblaste, mais également les cheveux, au niveau de la langue. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup d'effets secondaires. Il va partir vers les cellules de division rapide, il va les détruire. Et donc, il va aller vers le trophoblaste pour l'arrêter et arrêter la grossesse. Alors, c'est un traitement qu'on donne par voie intramusculaire en dose unique. On donne à peu près 1 à 1,5 kg, 1 mg à 1,5 mg par kilo en seule dose. Et on doit surveiller la chute ou la diminution du bêta-ACG. Maintenant, s'il y a échec à ce traitement, s'il y a une contre-indication à ce traitement, d'accord, ou bien, dans certains cas, on opte directement pour le traitement chirurgical, c'est le traitement classique. Alors,
on a le choix entre deux choses. Rappelez-vous, je vous ai dit, la grossesse, elle est au niveau de la trempe utérine. Donc, on a le choix, soit d'enlever complètement la trempe avec la GU, ou bien seulement d'ouvrir la trempe, d'enlever la GU et de laisser la trempe. Bien sûr, on peut le faire par voie classique, c'est-à-dire on va ouvrir l'abdomen, ou bien on va faire une célioscopie, c'est-à-dire faire de petits trous dans la paroi et introduire le trocar et nos instruments. Cela dépend en fonction donc des habitudes des chirurgiens et aussi du matériel s'il est disponible ou pas. Il est clair qu'il vaut mieux faire la célioscopie à la chirurgie parce que on n'ouvre pas le ventre, donc sur le plan esthétique, sur le fait que la patiente récupère plus facilement, on préfère la cellule que la chirurgie, mais la chirurgie classique garde ses indications en cas de GU rompu, d'état de choc, de contre-indication à la cellule, ou bien lorsqu'il y a un échec à la cellule, on a des difficultés à la célioscopie. Alors, la célioscopie, il faut savoir, elle pose aussi le diagnostic. Donc, non seulement elle est thérapeutique, mais elle est également diagnostique. Donc, elle a une part très importante dans la prise en charge de la GU. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le diagnostic de la GU repose sur la clinique, mais surtout sur le couple échographie bêta-ACG. Et la célioscopie confirme le diagnostic et permet un geste thérapeutique. En conclusion, ce que vous devez retenir de ce cours, et vous allez le voir dans votre pratique courante une fois que vous aurez terminé vos études de médecine, vous aurez toujours face à vous une dame chez qui vous allez penser à une grossesse extra-utérine. Et ce qu'on nous dit, et c'est ce qu'on est en train de pratiquer jusqu'à l'heure actuelle, on dit toujours que la GU, y penser toujours, ce n'est pas y penser assez. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une femme vient pour un motif gynécologique, je dois toujours avoir en arrière-pensée, est-ce que ce n'est pas une GU avec une forme trompeuse? Voilà, je vous remercie. Le cours est terminé. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Je ne sais pas si on peut faire, le truc interactif pour vous poser les questions sur le cas clinique. Oui, pourquoi pas. Docteur, j'ai une question. Oui. Pour le traitement chirurgical de la grossesse extra-utérine, ou dans le cas où on n'enlève pas la trompe entièrement, est-ce que ce n'est pas un facteur de risque pour que ça arrive encore une fois au même endroit? Alors, beaucoup de gens ont incriminé le fait de laisser la trempe, que le risque existe qu'elle fasse une deuxième fois une grossesse extra-utérine. Mais sachez que la décision doit obéir à plusieurs critères, notamment la qualité de la trempe. Si on voit que la qualité de la trempe est de mauvaise qualité, il est clair qu'il vaut mieux l'enlever, surtout si la deuxième trempe contralatérale est de bonne qualité. Sachez que quand on fait une salpingectomie, le pronostic de fertilité est identique avec une seule trempe. Donc, il ne faut jamais se dire non, je la laisse par rapport à sa fertilité. Non, on évalue cette trempe et la qualité de cette trempe. Si je vois elle est de bonne qualité, s'il n'y a pas de signe de fissuration, de rupture, la GU était petite, j'ai posé le diagnostic et la prise en charge était précoce, là, le traitement conservateur n'augmenterait pas le risque de GU chez cette patiente. En tous les cas, à chaque fois qu'on décide de faire un traitement conservateur, lors de la grossesse ultérieure, il faut toujours la revoir assez tôt, une fois qu'elle est enceinte, pour être sûr qu'il n'y a pas de récidive sur la trempe. Maintenant, s'il y a une récidive sur cette deuxième trempe, c'est clair que cette fois-ci, il faut d'emblée l'enlever. Mais d'une manière générale, pour répondre à ta question, laisser une trempe ne veut pas dire forcément augmenter le risque de récidive. D'accord, merci beaucoup, docteur. J'espère que le cours a été clair. J'ai essayé de le simplifier au maximum. Donc, si vous avez des questions, sinon, je vous passe le cas clinique. Oui, on peut faire le cas clinique. Très bien.
Vous avez l'image. Pas encore. Vous l'avez? C'est pareil, quand vous mettez en plein écran, on ne voit pas. Et là? Non? Non. Toujours rien. Alors, je partage. Et là? C'est bon. C'est bon? C'est bon? Oui, là, on l'a. Très bien. Alors, normalement, c'est le cas, vous l'avez déjà. Alors, donc, au cours d'une garde, au niveau des urgences, vous recevez une femme. Elle est âgée de 37 ans. Elle est du groupage O positif, sans antécédents médicaux ou antécédents chirurgicaux, une appendicectomie il y a 2 ans. Elle a 2 enfants, donc elle a fait 3 grossesses soldées par 2 accouchements par voie basse et un avortement. Elle consulte cette fois-ci pour des douleurs pelviennes diffuses depuis 3 jours, non calmées par les antalgiques avec des métrorragies peu abondantes. À l'interrogatoire, vous demandez la date des dernières règles, et d'ailleurs, c'est la question qu'on doit toujours se poser, quelle est la date des dernières règles? On retrouve une aménorrhée de 7 semaines. Aucun traitement en cours, et il faut savoir que la femme a mis en place un stérilet il y a 2 mois. Elle est tabagique, donc elle fume. Elle signale également des rapports sexuels non protégés avec son mari depuis la mise en place de ce stérilet. L'examen clinique, on retrouve une tension à 130 sur 65 mg Hg, fréquence cardiaque à 80 battements par minute, température 37,6. L'examen révèle une sensibilité de la fosse iliaque droite sans défense ni contracture, pas de trouble du transit et au toucher vaginal, un col fermé avec des métrorragies minimes avec légère douleur à la mobilisation du col. Alors, à ce stade de l'interrogatoire, à cette étape du diagnostic, quel diagnostic pouvez-vous évoquer? Est-ce que c'est une fausse couche spontanée? Est-ce que c'est une grossesse extra-utérine? Est-ce que c'est une grossesse extra-utérine? Est-ce que c'est une molydatiforme? Est-ce que c'est une tumeur du col? Vous répondez ou je vais au fur et à mesure? B. Alors, je vous écoute. Professeur, vous pouvez voir le chat où il y a des questions et tout. Vous savez où c'est? Alors, le chat. Si je mets le chat, j'enlève le diaporama, c'est ça? Oui, peut-être, mais vous pourrez y revenir plus tard. Mhm. Alors, j'ai la liste, mais je n'ai pas le chat. Oui, je vois. Où est-ce que je vois le chat? C'est en haut sur la barre AD qui a affiché les participants et juste à droite, il y a la conversation. Levez la main. Autre action. Il y a la conversation. Et à gauche de lever la main. Alors, j'ai affiché les participants, lever la main et autre action. C'est là?
Hmm? C'est où? Non, je ne trouve pas. Paramètres, option de la réunion. Non, non. Non, non. Je peux Bon, vous lire les questions si vous voulez. alors moi, je vous donne les réponses et si vous avez des difficultés, vous me dites, d'accord? Il y a d'autres questions par rapport au cours que je peux vous lire si vous pouvez pas les voir. Il n'y a pas de souci. Je termine le cas. Peut-être que ça va répondre à certaines de vos questions. Et à la fin, si je n'ai pas répondu, vous me les posez au fur et à mesure, d'accord? Ok. Alors, vous voyez le diaporama? Non. Non. Alors, il faut que je répète. Alors, partager. Vous voyez? Vous voyez? Non, on voit pas. C'est comme la dernière. Oui, je vois le. Alors, vous voyez? Toujours pas. Oui, oui, si, si. Si? Pour moi, c'est Bien. oui. Je voyais le diaporama. C'était pas en plein écran, mais je le voyais. Là, vous voyez? Maintenant, non. Maintenant, je vois pas. Ouais, Alors, c'est parti. je sais pas. Alors, je vais au diaporama. Et là? Ah, c'est Oui, bon. oui. Non, oui. Alors, très bien. On reprend. Donc, quels sont les diagnostics que vous devez évoquer? Au fait, à cette étape-là, j'ai une dame qui saigne, d'accord? Rappelez-vous, c'est une dame qui consulte pour saignement et douleur. Alors, au fait, tous les diagnostics sont à évoquer, que ce soit une fausse couche, une grossesse extra-utérine, intra-utérine, une molle ou une tumeur du col. Au fait, ça sera toutes les étiologies de métrorragie du premier trimestre et même une cause locale peut saigner. Alors, pour avancer dans le diagnostic, je vous ai dit, on est obligé d'avoir le couple échographie bêta-HCG. Donc, on va commencer par l'échographie. L'échographie endovaginale, regardez, voilà l'utérus, il est là. Voilà la cavité utérine. D'accord? On va retrouver un endomètre fin. Je ne retrouve pas de grossesse dans la cavité utérine, donc absence d'un sac gestation intra-utérin. J'ai pas dépense. C'est ce que va la question pour avancer dans le diagnostic. Quel est le bilan biologique que j'ai? Est-ce que c'est le taux de FSH-LH? Est-ce que c'est le taux de progestérone? Est-ce que c'est le dosage de bêta-HCG urinaire, bêta-HCG plasmatique ou bien le taux d'œstrogène? La réponse est le bêta-HCG. Il faut savoir qu'il existait avant et même maintenant, le bêta-HCG urinaire, c'est ce qu'on appelle communément le test de grossesse urinaire qui se vend chez le pharmacien, mais il est moins pertinent, il est moins sûr que le bêta-HCG plasmatique, mais il peut être réalisé. Nous, ce dont on a besoin, c'est de poser le diagnostic de la grossesse. Est-ce qu'il y a une activité trophoblastique? Est-ce qu'il y a de l'HCG qui est sécrété? Donc, on peut faire le test urinaire ou bien le test plasmatique. Alors, le test urinaire, l'avantage, c'est qu'il peut être fait normalement même au niveau des urgences. C'est une simple bandelette, comme les bandelettes urinaires pour l'infection urinaire. C'est une histoire de 2 minutes et on a déjà le diagnostic. Alors, vous demandez une bandelette urinaire ainsi que des bêta-HCG urinaires et plasmatiques pour compléter votre bilan. On vous dit la bandelette urinaire ne révèle aucune anomalie, alors que la bandelette urinaire et plasmatique sont positifs. Que demandez-vous comme examen complémentaire? Aucun, la grossesse est trop récente. Deuxièmement, groupage Rhésus. Troisièmement, numération formule sanguine.
ou bien la crasse TP-TCK. Alors, il est important de réaliser le groupage et le résus. Pourquoi? Déjà, au cas où la femme saigne, elle a une hémorragie, il faut avoir du sang rapidement, il faut connaître le groupage de la femme. Le résus, c'est très important aussi parce qu'on sera amené à donner l'anti-D si le mari est de résus négatif. La formule pour évaluer s'il n'y a pas une anémie et la crasse sanguine également est importante si on doit l'opérer. Donc voilà les 3 examens complémentaires qui sont nécessaires. Les résultats sont comme vous suit. Un taux d'hémoglobine à 12, un taux de blanc à 8000, un taux de plaquettes à 300 000. CRP négatif, bêta-HCG à 1000, bilan de coagulation normal et elle est du groupage O positif. Alors, à ce stade de la démarche, quel est le diagnostic le plus probable? Là, je l'ai déjà évoqué. Je me suis trompée. Donc, on vous avait donné le choix entre une fausse couche spontanée, une grossesse extra-utérine, intra-utérine, une molle ou une tumeur du col. Pourquoi la grossesse extra-utérine? Rappelez-vous, c'est une dame qui avait une aménorrhée avec un taux de bêta-HCG à 1000. Normalement, à 1000, on doit avoir le sac gestationnel en intra-utérin, chose qu'on n'a pas eu. Donc, le diagnostic qu'on évoque en premier est une grossesse extra-utérine. Alors, le diagnostic de certitude se fait par le taux de bêta-HCG plasmatique, urinaire, l'écho, la cellule ou la laparotomie. On l'a dit tout à l'heure, c'est la célioscopie qui permettra d'aborder ou d'avoir le diagnostic de certitude. Alors, parmi les facteurs cités, quels sont qui favorisent la grossesse extra-utérine? L'appendicectomie parce qu'elle a le risque adhérentiel augmente. L'âge de la femme, on a remarqué que plus la femme est âgée, plus le risque augmente d'une grossesse extra-utérine. Le tabagisme, d'accord? Alors, le DU, il n'augmente pas le risque de GU, mais il ne diminue pas le risque de grossesse intra-utérine. Alors, quelle est la conduite à tenir? La patiente va bien, recommandation de consulter son gynéco si récidive des symptômes. C'est la première éventualité. Troisième possibilité, convocation à 48 heures pour dosage du bêta-HCG échographie. Quatrième possibilité, patiente fait une fausse couche, soutien psychologique et reconvocation si persistant des symptômes. Et dernière possibilité, envoyer la malade au bloc opératoire en urgence. Rappelez-vous, on avait un taux de bêta-HCG à 1000. Au fait, c'était une femme qui était peu symptomatique, qui n'avait pas d'épanchement dans le Douglas, dont le bêta-HCG était à 1000. On est en droit d'attendre 48 heures et de revoir. Peut-être que la grossesse était trop jeune et qu'on n'a pas pu la voir à l'échographie. Et dans 48 heures, on va voir la cinétique du bêta-HCG. Si le bêta-HCG double, forcément, on va voir à l'écho l'image d'un sac. Maintenant, si l'image stagne, si le taux de bêta-HCG stagne et on ne retrouve toujours pas d'image intra-utérine, ou au contraire, on va trouver une image latéro-utérine, il s'agit dans ce cas d'une GU. Le diagnostic de certitude de GU se posera. 48 heures après, donc rappelez-vous, on avait un taux à 1000, maintenant il est à 3200, et maintenant la femme présente une défense de la fosse iliaque droite, une tension à 10,5, donc elle a chuté, et une fréquence cardiaque qui a augmenté à 100. Elle a des nausées, elle a vomi un peu ce matin avec persistance des métrorragies. On refait l'échographie chez elle et regardez ce qu'on va retrouver. Voilà l'utérus et en latéro-utérin, on va retrouver l'image d'un sac avec même un embryon et une activité cardiaque, un endomètre épais. Donc, là, le diagnostic de GU est posé. La question, quelles sont les données en faveur de la gravité de la GU? Pourquoi on dit que dans ce cas, c'est une forme grave de la GU? Parce que les douleurs pelviennes diffuses et persistantes rebelles aux antalgiques. 2, la présence d'un sac gestationnel latéro-utérin avec embryon vivant. C, le doublement du taux de bêta-HCG. Et D, état stable de la patiente.
Alors, la réponse, on craint cette forme chez la patiente. Pourquoi? Parce que les douleurs augmentent et elles ne répondent plus au traitement parce qu'on trouve un sac avec un embryon en latéro-utérin et un bêta-ACG qui double. Cela veut dire que l'activité trophoblastique, elle est très importante et donc c'est une forme assez agressive de la grossesse extra-utérine. Alors, quelles sont les options thérapeutiques? Comment on va choisir notre traitement? Est-ce qu'on peut s'abstenir, c'est-à-dire ne rien faire, lui dire rentrez chez vous? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut proposer un traitement médical à base de méthotrexate? D'accord? Et est-ce qu'on doit lui proposer la chirurgie par voie cœlioscopique ou laparotomique? D'accord? Alors, on a le choix entre le méthotrexate et la chirurgie classique ou laparotomique. Alors, comment on va continuer notre traitement? Est-ce que c'est le méthotrexate injection unique, intramusculaire, surveillance 48 heures? Est-ce que c'est une urgence à la cellule ou à la laparotomie? Au fait, d'accord, vu le tableau clinique, la meilleure indication reste la chirurgie par voie cœlioscopique. Alors, il faut savoir, peut-être je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est bien de le voir ici. Une fois qu'on a opéré ces dames, surtout lorsqu'on fait un traitement conservateur, il est capital de les surveiller par la suite. Pourquoi? Parce que le risque, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un risque de récidive? La réponse est oui. Donc, il est très important de voir s'il n'y a pas un risque de récidive. Et deux, est-ce qu'il n'y a pas un risque de stérilité tubaire? Donc, comme c'est des femmes qui sont jeunes, qui ont un désir de grossesse, il est très important de les surveiller, d'accord, par rapport à leur fertilité. Et s'il y a une contraception à leur donner par la suite, surtout pas les microprogestatifs parce qu'ils augmenteraient le risque de GU ultérieur. Voilà, je vous remercie. Donc j'attends vos questions. Docteur, si vous ne pouvez pas lire les questions, je peux vous partager mon écran et vous lirez les questions de mon écran, d'accord? Parfait. Je pense que vous l'avez là, oui. Est-ce que vous pouvez lire? Alors, la première question. Alors, la première question, elle est... C'est quoi la question? D'accord, je vais vous lire les questions une par une. Je n'ai pas bien compris comment poser le diagnostic à partir du couple bêta-HCG échographie. Alors, je vous reprends les choses. Déjà, c'est une femme qui va venir consulter pour des symptômes. Les symptômes qu'elle va avoir, c'est un retard de règles, douleur et des saignements. Je vous ai dit, les saignements ne sont pas importants, c'est des saignements minimes, dits noirâtres.